Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est très honorés d'être présente aujourd'hui et on vous remercie beaucoup pour l'invitation. Donc nous, on va vous parler de jeunesse, on va vous parler de migration, mais pas de santé, mais de scolarisation, puisque voilà, on est toutes les deux dans un projet de recherche qui porte sur la scolarisation des mineurs non accompagnés et plus particulièrement leur parcours d'orientation. On va passer assez vite sur des propos introductifs que vous connaissez sûrement déjà, sur le droit à l'éducation pour tous les enfants, sans discrimination, quel que soit leur statut administratif. Donc c'est une prérogative qui est posée par la loi française et au-delà par des textes nationaux, enfin européens et internationaux sur lesquels on ne va pas s'étendre. Dans le contexte éducatif qui nous intéresse, nous, on voulait quand même préciser que dans le fonctionnement institutionnel, il y a des services spécifiques qui sont dédiés à la scolarisation des enfants migrants de manière générale, qui s'appellent les CASNAV, alors un long acronyme, je vous laisse lire la signification, et qui sont des unités à échelle rectorale académique, et pour lesquelles en fait la migration est traitée non pas du point de vue administratif, mais vraiment de la date d'arrivée sur le territoire. Donc il n'y a pas de différenciation entre les MNA et les autres élèves allophones qu'on désigne par l'acronyme EANA, élèves allophones nouvellement arrivés. Pour autant, il y a quand même une spécificité des mineurs non accompagnés dans leur prise en charge de fait, puisqu'on a quand même un système qui a été montré largement inégalitaire en ce qui concerne l'orientation et les choix professionnels. Alors ça concerne l'ensemble des jeunes migrants, et c'est particulièrement accentué dans le cas des MNA, qui sont majoritairement, massivement orientés dans les filières professionnelles. Donc c'est à partir de ce questionnement, enfin de cet état de situation qu'on a, nous, cherché à aller interroger le secteur qui est le nôtre, le terrain qui est le nôtre, donc le champ éducatif, et puis également, plus particulièrement, le terrain de l'Académie de Lille qui nous concerne. Donc si on fait un point rapide sur la manière d'aborder la question de la scolarisation de ces mineurs non accompagnés dans l'institution scolaire, donc on constate effectivement dans les études qui sont menées qu'il y a une scolarisation qui est généralement plutôt entravée et freinée pour différentes raisons, notamment liées à l'absence de responsable légal sur le territoire, qui peut freiner des procédures d'inscription, et puis aussi des injonctions administratives qui se posent à ces jeunes en termes d'autonomie à la majorité. Il y a aussi donc un enjeu déterminant par rapport à cet accès à la majorité pour l'accès à l'autonomie, une autonomie financière notamment, ce qui justifie aussi le choix de filières courtes et professionnalisantes pour pouvoir très vite être employable sur le marché du travail. Et ça amène aussi les professionnels eux-mêmes des structures de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont chargés de l'hébergement et de l'accompagnement de ces jeunes, à avoir des stratégies finalement d'orientation plutôt sur les filières courtes au détriment d'un vrai projet d'orientation. Alors ça peut amener aussi des tensions avec l'institution scolaire pour différentes raisons sur lesquelles on va revenir après dans nos analyses. Et également, en fait, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a une grande variation en fonction des contextes locaux, alors notamment académiques, puisque chaque académie a une politique spécifique qui est définie par des circulaires. Et c'est pour ça que nous, on s'intéresse plus particulièrement au secteur que l'on connaît le mieux, qui est celui de l'Académie de Lille, qui a effectivement alors une situation déjà contextuelle particulière par rapport au MNA, puisque ce sont des départements qui ont l'habitude d'accueillir un nombre important de MNA du fait de la clé de répartition du ministère de la Justice. Le département du Nord étant celui qui en accueille le plus, malgré la réforme qui a pu avoir lieu sur les clés de répartition en 2023. Donc voilà des chiffres, il y a 1151 MNA qui ont été accueillis en 2023 dans les deux départements. Et ça amène aussi l'institution départementale à avoir une stratégie particulière avec un pôle MNA qui existe dans les deux départements, et aussi une délégation en fait, des missions de l'ASE à des structures externes, à des prestataires qui fonctionnent par appel d'offres. Donc voilà, c'est une particularité aussi qu'on retrouve. Avec, bon, on va pas s'étendre, mais s'il y a des questions, on pourra en discuter. Du point de vue de la scolarisation, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique des MNA du point de vue scolaire dans l'Académie de Lille. Ils sont intégrés, comme je l'ai dit, dans la procédure d'accueil des jeunes allophones qui sont des jeunes de 15 ans et plus, parce qu'on a essentiellement des MNA qui sont en âge lycée, même si on a quelques jeunes en collège. Donc, à titre comparatif, on voit que les MNA ont une place très importante dans ces publics d'âge lycée, puisqu'ils représentent les 2 tiers des jeunes qui ont été évalués, par exemple sur l'année 2022-2023 dans les centres d'orientation, d'information et d'orientation de l'Académie.
Et si on précise un peu les profils de ces jeunes, on voit qu'en fait, ils sont majoritairement des garçons, voilà, sans surprise. Un nombre important de jeunes qui n'ont pas été scolarisés ou très peu dans leur pays d'origine. Et puis, donc, forcément, des orientations plutôt vers les lycées professionnels. Alors, un autre facteur important sur lequel nous, on va revenir, c'est la question de la maîtrise de la langue, avec un nombre de jeunes importants qui ont des niveaux débutants en français. Et aussi des absences de maîtrise du système écrit avec des situations d'analphabétisme. Voilà, donc dans l'Académie de Lille, pour pouvoir accueillir ces jeunes de plus de 16 ans, dont font partie les MNA, il y a des procédures spécifiques qui existent, qui sont définies par des procédures, par des circulaires, pardon, qui prévoient en fait une procédure avec différents intervenants institutionnels, et ça commence par un accueil dans les CIO, un accueil qui est un premier accueil, puis une phase d'entretien, qui est conditionné aussi à une évaluation qui est menée à la fois sur le plan linguistique et scolaire. Et donc cette phase d'évaluation et d'entretien va permettre de déterminer si le jeune est scolarisable ou pas en termes de prérequis scolaires, et non pas langagier, ça c'est un point important. Et en fonction de son profil, il va être soit orienté directement en établissement scolaire et intégré directement dans des classes ordinaires avec une prise en charge en parallèle pour des besoins langagiers, soit il va être mis dans un parcours spécifique pour une remise à niveau, ça concerne plutôt les jeunes en situation d'analphabétisme, avant d'être positionné sur des filières courtes. Voilà, donc c'est en fait c'est ce dispositif-là qu'on a cherché à analyser nous, et on s'est plutôt focalisé sur le démarrage dans ce qu'on va vous rendre compte aujourd'hui, puisqu'on a une étude qui est en cours, elle n'est pas terminée, et on va plutôt parler de ce qui se passe dans les CIO dans les premiers temps d'accueil. Voilà. Alors rapidement sur la méthode, c'est peut-être pas ce qui intéresse le plus, mais c'est peut-être plutôt les résultats, donc on va le présenter très rapidement. Mais voilà, on a vraiment cherché à questionner en fait comment se construit ce parcours d'orientation et de scolarisation de ces jeunes mineurs non accompagnés, avec les différents acteurs du système éducatif, et à la fois donc du côté du système éducatif, mais aussi du côté des jeunes eux-mêmes et du côté des foyers d'hébergement. Alors aujourd'hui, on vous parlera que des CIO, mais on travaille aussi sur ces autres volets en fait de la scolarisation. Bon voilà, je passe sur les hypothèses, hein, on va aller très vite. Précision importante aussi, donc vous l'avez compris, on n'est pas du tout dans le domaine de la santé, on est dans le champ des sciences socio-humaines, ce qui explique aussi nos angles d'attaque. Alors, concernant le protocole de recherche, le protocole s'est réalisé en 2 phases afin de rendre compte du processus d'orientation du premier accueil au sein du CIO des MNA jusqu'à leur scolarisation en établissement. Pour la première phase, la recherche s'est réalisée au sein du CASNAV, dans les CIO, les centres d'hébergement. Et la seconde phase, qui est en cours de réalisation, s'est réalisée au sein des établissements scolaires et plus spécifiquement au sein des UPE2A. On a réalisé une analyse de contenu de ces entretiens selon une double perspective. La première s'intéresse aux contraintes institutionnelles auxquelles doivent faire face les professionnels, et la seconde concerne la question de la vulnérabilité linguistique et culturelle des jeunes MNA dans leur prise en charge. Et ce travail se situe, ma collègue l'a dit, entre les sciences de l'éducation et les sciences du langage. Un premier ensemble de résultats s'intéresse à la manière dont les professionnels réalisent leur activité d'orientation face aux prescriptions institutionnelles vécues comme ambivalentes, justement au regard de la vulnérabilité des jeunes. Et donc, avant d'aborder ces résultats, je vous propose de penser l'activité d'orientation des professionnels à partir du concept de renormalisation, et c'est un concept donc, qui a été travaillé par Yves Schwartz. On va partir déjà de 2 postulats. Le travail n'est pas pure exécution, n'est jamais pure exécution, et l'activité est toujours débat de normes. Donc cela signifie que quand l'individu doit agir, il est confronté à l'écart entre ce qu'on exige de lui d'un côté, donc c'est les normes antécédentes qui vont encadrer ce qu'il va faire et la manière de le faire, et de l'autre côté, c'est ce que l'individu entend exiger de lui-même, donc c'est l'usage de soi par soi. Il y a 2 caractéristiques des normes antécédentes qui peuvent être relevées. Elles sont préexistantes à l'activité de l'individu et elles sont anonymes. Mais par le travail, les normes antécédentes vont se trouver actualisées et vont être déneutralisées puisqu'elles sont investies par quelqu'un qui met un terme à l'anonymat et qui va négocier. Ainsi, l'usage de soi par soi renvoie à une manière de faire spécifique à l'individu soutenue par un système de valeurs. Nous envisageons donc le débat de normes comme un arbitrage entre l'usage de soi par les autres, donc les normes antécédentes, et puis l'usage de soi par soi, c'est-à-dire sous quelle forme je pourrais faire mienne ces normes antécédentes, je pourrais les réajuster. C'est ce réajustement lors de l'activité qui va constituer ce travail de renormalisation par les professionnels.
Alors, quelles sont les normes antécédentes liées à l'orientation des MNA? On peut déjà identifier les normes antécédentes fixées par l'institution. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais en tout cas, on a celles qui sont liées aux missions des psy-EN. Ensuite, nous avons les normes antécédentes liées à l'accueil, l'orientation et la scolarisation des MNA. Et enfin, nous avons les normes antécédentes qui sont liées au statut juridique des jeunes migrants. Ce qu'on peut simplement retenir, c'est qu'au passage à la majorité, on observe un arrêt de la prise en charge par l'ASE. Et on peut aussi relever que la possibilité d'obtenir une carte de séjour temporaire est conditionnée notamment par le suivi d'une formation ou un contrat de travail. Et on a un deuxième ensemble de normes antécédentes qui vont être celles fixées à l'échelle du CEO, donc situées dans des contextes plus locaux. Donc d'abord, je vous propose de comprendre les normes antécédentes qui pèsent donc sur les pratiques d'orientation des professionnels. On observe tout d'abord une remise en question de l'évaluation scolaire des MNA par les professionnels. Celle-ci est considérée comme inadaptée, trop compliquée et non accessible pour des jeunes allophones. Mais on sait qu'elle vient peser sur le choix d'orientation, puisque c'est en fonction de cette évaluation notamment qu'une préconisation CAP ou bac sera réalisée. Et ce, même si selon ces professionnels, elle ne semble pas toujours refléter le réel niveau scolaire finalement des jeunes MNA. On a aussi un manque de visibilité sur l'ensemble de l'évaluation des acquis scolaires et linguistiques qui va être observé et verbalisé par les professionnels. Ils expriment ne pas pouvoir avoir une compréhension de l'ensemble du processus d'évaluation porté par le CASNAV, ce qui du coup va réduire le sens qu'ils y donnent. Le nombre de places vacantes en établissement apparaît aussi comme un point de tension important chez les professionnels qui le jugent insuffisant. Cette contrainte du système scolaire, bien qu'aux communes à l'ensemble des élèves, est particulièrement source de difficultés face à l'urgence de scolarisation des MNA. Comme l'expriment les deux psy-EN rencontrés, il s'agit d'arriver à concilier les places vacantes avec le projet de vie du jeune, tout en ne tenant compte de son âge, afin d'anticiper justement le passage à la majorité. Face à l'obligation de formation des jeunes MNA, on a aussi une partie des professionnels interviewés qui vont réduire leur mission à une gestion de flux. Il s'agit surtout de caser les jeunes dans une formation plus que d'élaborer avec celui-ci son projet. Un psy-EN l'exprime de la façon suivante: parler du parcours d'orientation de ces jeunes, c'est une grande expression très belle, mais qui ne reflète pas vraiment la réalité du terrain. Enfin, construire le projet de formation au regard des envies, des aspirations des jeunes allophones apparaît illusoire pour ces professionnels face à des jeunes jugés dociles, dont l'objectif premier, c'est la scolarisation, puisque ça va les protéger, et donc qui auraient tendance à accepter les formations où il y a de la place. Néanmoins, il est important de resituer les normes antécédentes dans leur contexte local, car celles-ci n'auront pas le même impact sur l'activité en fonction du territoire sur lequel se trouve le MNA. Donc on a les propos du directeur du CIO qui montrent bien une perception différente de la mise en œuvre de la procédure d'accueil des jeunes. Il la trouve fluide. On a un nombre de places vacantes sur ce territoire qui est suffisant et une offre de formation professionnelle qui est jugée large. Et donc du coup, ça va faciliter ce travail d'orientation. Au contraire, on va avoir d'autres contextes qui vont entraver ce travail d'orientation, notamment une prise en charge massive des MNA, donc c'est le premier exemple, ou encore une offre niveau CAP qui est réduite sur le territoire. Je vous propose maintenant d'aborder la question des débats normes. Comment finalement la mise à mal du système de valeurs d'une partie des professionnels a conduit à ce débat? Tout d'abord, on peut qualifier le travail d'accompagnement tel qu'il l'envisage en tant que psychologue empêché auprès des MNA, l'urgence de scolarisation des MNA, mais aussi le temps réduit de cet accompagnement sont particulièrement mentionnés par les psy-EN. Leur mission d'orientation est alors mal vécue, elle est rejetée, et donc on a une première psy-EN qui dit ne pas aimer les entretiens allophones, éprouver de la frustration, quand la seconde compare les difficultés de sa tâche à une vague qu'elle prend à contre-courant en essayant de ne pas se noyer. On a aussi une perte de sens vis-à-vis de l'orientation des MNA qui peut être observée. La négation de leur expertise professionnelle dans la prise en charge des jeunes migrants conduit une partie d'entre eux à s'interroger sur leur place en tant que psychologue dans la prise en charge de ces jeunes. Et donc la psy-EN 4, elle dit justement: je me dis quelle est notre place là-dedans. Finalement, c'est très administratif, vous voyez, c'est complètement illusoire, c'est de la poudre aux yeux qu'on met, mais n'importe qui pourrait remplir les papiers. On a plusieurs professionnels qui ont aussi fait part de leur rejet du système de normes dans lequel ils évoluent, d'une dissonance cognitive finalement entre les attentes institutionnelles et leur engagement sur le territoire et auprès des jeunes. On a ainsi observé un travail de renormalisation chez les professionnels en réponse à la situation de vulnérabilité des MNA.
On a déjà des adaptations institutionnelles qui vont permettre de pallier aux difficultés liées à leur orientation qu'on a pu observer. On a par exemple le dispositif expérimental qui est porté par la MDS qui a été ouvert sur la métropole lilloise. Il s'agit du parcours SAS qui va accueillir les jeunes MNA justement en attente de places vacantes. Et donc le dispositif va leur permettre de suivre des enseignements notamment en français, en mathématiques, mais aussi de conforter leur projet professionnel. On observe également une inclusion dans les dispositifs de la MDLS des MNA en attente de place. On va par exemple avoir des jeunes MNA scolarisables qui vont être intégrés dans le parcours SAS, parcours NSA, qui est dédié aux MNA non scolarisables, puisque justement ils ont été peu ou pas scolarisés dans leur pays d'origine. On a aussi des dispositifs de droit commun de la MLDS, le parcours immersion et le parcours compétences, qui normalement accueillent plutôt un public de décrocheurs scolaires, qui vont également être investis toujours pour pallier à ce manque de place. L'objectif est toujours le même, ne pas laisser le jeune dans l'attente et lui permettre de suivre des enseignements et de conforter son projet professionnel. Ce qu'on observe également chez les psy-UN, c'est un travail d'ajustement des normes antécédentes par rapport à la manière dont ils perçoivent leur mission. On peut prendre l'exemple de la psy-UN de Lille, face à la procédure d'accueil en CIO qui suppose de demander aux jeunes son OPP pour procéder à son évaluation en mathématiques. Celle-ci contourne cette demande en sollicitant les règles de droit commun. Elle exprime ainsi, quand on reçoit un gamin, on ne va pas demander sa pièce d'identité pour s'occuper de lui. Des stratégies de contournement relatives au manque de places vacantes en CAP ont été également identifiées. Les ELDMS, quand ils pensent que c'est possible au regard du niveau de l'enfant, de l'élève, enfin du jeune JAMENA, vont négocier la préconisation CAP qui a été établie par le CASNAV pour permettre à ces jeunes d'intégrer une place dans un établissement, même si c'est un niveau bac. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un exemple. Enfin, de façon plus générale, les interviews réalisées avec les psy-UN montrent une redéfinition de ces professionnels, de leur mission, même d'orientation. Affecter dans un établissement, dans un métier à tension, et moins accompagner le jeune dans l'élaboration de son projet de vie, dans son projet d'orientation. Alors, donc cette première entrée, ce premier cadre d'analyse qui nous a servi à questionner en fait nos données a été complété par une deuxième entrée qui était plus portée sur les aspects linguistiques et culturels. Alors rapidement, on s'est intéressé à la question de la vulnérabilité de ce point de vue-là. On parle de vulnérabilité des MNA, alors c'est une terminologie un peu floue, voilà, on va pas y revenir, hein, mais qui est un peu fourre-tout. Pour autant, c'est quand même cette terminologie-là qui est utilisée par exemple par l'Union européenne pour désigner les publics MNA qui sont dits parmi les publics les plus vulnérables parmi les migrants. Et donc, on va plutôt parler de situation de vulnérabilité plutôt que de personnes vulnérables. Les mineurs non accompagnés étant effectivement des jeunes qui sont soumis à une vulnérabilité multifactorielle pour différentes raisons que vous connaissez, hein, l'isolement, la reconnaissance de minorité, les limites de la prise en charge de l'ASE, etc. Donc nous, on a interrogé cette vulnérabilité sur deux axes, l'axe lié à la maîtrise de la langue et aux écarts culturels. Et on a convoqué notamment la notion d'insécurité langagière qui est en fait questionnée dans les entretiens qui sont menés en CIO, dans la difficulté qu'il peut y avoir pour les locuteurs à gérer de façon efficace les interactions verbales, à la fois du point de vue linguistique, mais aussi interactionnel, pragmatique et social. Et puis aussi sur le plan culturel, le choc culturel qu'il peut y avoir du côté des mineurs non accompagnés et qui est plus ou moins conscientisé par les professionnels. Ça nous a amené aussi à interroger la notion de compétences plurilingues et pluriculturelles des professionnels. Alors là aussi, très rapidement, hein, c'est une notion qui est promue depuis plusieurs années, déjà plusieurs décennies par les travaux du Conseil de l'Europe, hein, qui vise à avoir une ouverture à la diversité culturelle et linguistique des sociétés démocratiques. Je passe assez rapidement, hein, mais bon, c'est vraiment l'idée de pouvoir mobiliser un répertoire plurilingue et pluriculturel pour faire face à des besoins de communication et interagir en situation d'altérité. Et donc, en France, c'est notamment la question du plurilinguisme, elle se heurte à une tradition très monolingue, finalement, qui peut entraver, en fait, ces représentations. Alors, si on regarde un petit peu la manière dont ça s'est perçu, il me reste une minute, on va faire vite. Du point de vue de l'insécurité langagière, ce qu'on voit d'abord, c'est que, sans grande surprise, c'est vraiment la barrière langagière qui fait obstacle aux pratiques professionnelles
des psy-UN et des enseignants coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, les ECMLDS, et voilà, qui va bloquer aussi bien la production que la compréhension. Mais c'est aussi une insécurité langagière qui est réciproque, puisque les jeunes sont en insécurité langagière, mais les professionnels le sont également, ce qui va amener finalement à avoir des choix qui vont être entravés par les problèmes de communication. Ça amène aussi à des biais dans la perception de cette insécurité du point de vue des professionnels qui n'ont pas forcément conscience du plurilinguisme de ces jeunes ou alors qui focalisent beaucoup sur la maîtrise de l'anglais qui est en fait finalement très peu ou très mal maîtrisé par certains jeunes, par la plupart des jeunes, pardon, et donc qui occulte complètement le plurilinguisme de ces jeunes qui est pourtant avéré. Il peut y avoir aussi des difficultés de confusion entre profil langagier et difficultés scolaires. Donc en fait, on considère que c'est la maîtrise de la langue qui fait défaut, alors que c'est plutôt le parcours scolaire antérieur, notamment à cause des problèmes de maîtrise de l'écrit qui sont peu conscientisés. Ça amène aussi à des stéréotypes plus ou moins positifs sur ces jeunes-là. Alors stéréotypes, donc vraiment une catégorisation un peu générale des MNA. Hein. Il n'y a pas d'individualisation des jeunes, mais vraiment une catégorie, les MNA sont. Alors soit des facteurs un peu négatifs dans la manière de les percevoir, surtout par rapport à des questions culturelles, sur par exemple la question de la politesse qui serait presque trop exagérée, ou dans la relation homme-femme. Mais globalement, on peut quand même dire qu'il y a vraiment un avis plutôt positif, finalement, une image très positive des MNA au sein de ces professionnels. Alors lié à leur capacité à être mobile, à leur docilité dont parlait ma collègue, mais qui est perçue positivement comme une envie de réussir et une motivation forte chez ces jeunes-là. Voilà, donc tout ça amène à des stratégies plus ou moins efficaces dans la communication. Alors ces professionnels peuvent modifier leurs pratiques habituelles de communication en lien avec les difficultés langagières. Donc ils vont adapter leurs entretiens ou les procédures habituelles pour faire face à cette difficulté de compréhension sans forcément prendre en compte la dimension plurilingue. Et quand elle est prise en compte, c'est surtout avec des recours à l'IA, à la traduction automatique, mais sans vraiment questionner la langue d'origine de ces jeunes. Il y a encore une fois beaucoup l'anglais qui revient, sans savoir vraiment de quelle langue on parle quand il s'agit de la langue première de ces jeunes. Les médiateurs sont aussi, la médiation est aussi déléguée beaucoup aux éducateurs qui accompagnent les jeunes et ils ont recours à tous les types de communication possibles multimodales, beaucoup de recours à l'image, à la vidéo, sans vraiment questionner le poids culturel aussi de ces images dans la communication. Voilà, donc ça peut amener à des écarts, à la prise en compte des écarts, et finalement ce qu'on constate, c'est qu'il y a véritablement une construction d'une compétence interculturelle chez ces professionnels, avec vraiment une prise de conscience des écarts culturels de différentes natures, et aussi des prises de conscience des écarts entre ce qu'eux ont connu dans leur pays d'origine et les systèmes scolaires rencontrés initialement et ce qu'ils rencontrent en France. Voilà, je passe assez vite pour arriver à la conclusion, puisqu'il est l'heure. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est une première étape, c'est vraiment une partie très limitée de nos données, hein, mais voilà, on s'est beaucoup focalisé sur les psy-UN et les coordos MLDS dans les CIO. On va continuer aussi, on a commencé dans les foyers, voilà, on a fini les foyers et on va aller vers les MNA. On a commencé aussi ce recueil de données pour croiser, en fait, et avoir le point de vue des jeunes eux-mêmes, mais que le CIO reste quand même finalement la porte d'entrée dans le système scolaire et que ça mérite d'être interrogé, et ça appelle aussi à des besoins criants de formation du côté de ces professionnels. Voilà, on vous remercie, on a dépassé de 2 minutes. Merci de ne pas nous avoir interrompus. Je peux revenir au titre ou... Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Mais où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir accès à toutes ces informations sur les dispositifs qui sont mis en place pour les MNA qui sont NSA, non scolarisables, c'est ça? Ouais, alors en fait, il y a pas de. Il faut quand même qu'on précise que, parce qu'on a été un peu, on a fait des raccourcis, hein, mais comme je l'avais dit au début, ça ne concerne pas que les MNA. C'est-à-dire que c'est pour tous les élèves allophones, mais que particulièrement, dans ce cas-là, c'est majoritairement des MNA qui sont accueillis. Et il y a très peu, finalement, de jeunes qui sont en groupement familial, mais bon. Donc on ne parle pas de dispositif MNA, mais on va parler de dispositif allophone de manière générale. Okay. Là, ça dépend des académies, en fait. Ce que je disais, c'est qu'il y a une très grande variété en fonction des secteurs géographiques. Ce que j'en présente là sur l'Académie de Lille, on sait que ça n'existe pas dans d'autres académies, qu'il y a des académies où il y a de l'attention même pour la scolarisation, qu'il n'y a pas forcément évaluation, ou quand il y a évaluation, il n'y a pas prise en charge et scolarisation.
Donc j'ai envie de dire, ça dépend dans quel secteur géographique vous êtes. Oui. En tout cas, en général, l'institution qui gère ça, c'est vraiment le CASNAV. Donc c'est sur ça que je voulais revenir. Voilà. Le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones voilà, et des enfants, il gère aussi les enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Et donc c'est au niveau académique que les dispositifs sont mis en place et normalement eux peuvent renseigner sur les dispositifs existants. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Un peu, mais... Ouais, voilà. Après, il n'y a pas de... comment dire ? Souvent, en fait, c'est à l'échelle des établissements aussi. C'est-à-dire que ça dépend si le jeune peut être inscrit ou pas en établissement. Mais ça peut être aussi l'échelle d'établissements qui peuvent aussi relayer des informations de ce type-là. Oui. Bonjour, je voulais revenir concernant l'évaluation, concernant le niveau scolaire. Oui. Et c'est vrai que dans mon cadre de travail, je trouve qu'on perd, entre guillemets, beaucoup de temps à analyser les difficultés de l'enfant parce qu'on axe sur la langue, alors que des fois, il y a beaucoup de déficiences. Donc, je ne sais pas qui évalue. Je pense qu'il doit y avoir des psys. Je ne sais pas comment ça se passe, l'évaluation, les étapes, l'étayage, au niveau de l'évaluation du niveau scolaire. Donc, alors, il y a deux choses. Effectivement, dans la procédure, il y a l'évaluation linguistique et l'évaluation scolaire. Et donc, ce qu'on a observé, parce qu'on est allé faire des observations de situations d'évaluation, on a toute la documentation aussi et les documents qui sont disponibles, c'est que du côté des professionnels du CASNAV, c'est très clair pour eux que ce qui compte avant tout, c'est le parcours scolaire du jeune, c'est-à-dire que peu importe finalement sa maîtrise du français, s'il a eu un bon parcours scolaire antérieur, en fait, il va pouvoir prétendre à une scolarisation en établissement lycée général, par exemple, pour poursuivre une scolarisation entamée dans le pays d'origine. Et ils dissocient bien les deux. Donc, ils font un profil linguistique, d'une part, pour déterminer quelles sont les langues ou les langues maîtrisées, à la fois les langues de communication usuelles, mais aussi les langues dans le cadre scolaire. Et puis, ils font aussi une évaluation, c'est là qu'il y a le test de maths. Ils essaient de profiler le parcours scolaire, avec notamment un test de maths, des grilles de positionnement, et puis des entretiens avec les jeunes. Dans les faits, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les professionnels des CIO, eux, ils n'ont pas cette distinction. Ils ont tendance à amalgamer niveau linguistique et niveau scolaire, ce qui va finalement orienter aussi leur stratégie dans les choix qui sont proposés aux jeunes. Il y a une tendance à plutôt les orienter vers des filières pro, y compris chez des jeunes qui ont des bons parcours scolaires dans leur pays d'origine, parce que pour eux, la barrière de la langue, en fait, c'est rédhibitoire. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Et cette idée est relayée par les établissements aussi scolaires qui vont effectivement dire, voilà, vous avez mis un MNA, voilà, je ne sais pas, dans tel niveau, et en fait, ils ne maîtrisent pas du tout la langue, ça ne va pas du tout, etc. C'est aussi relayé par les établissements scolaires. Par les enseignants. Et après, sur l'évaluation proprement dite, il y a des tests qui existent. Alors, il y a des tests nationaux qui sont proposés par Canopé, qui est une institution, enfin, un éditeur de l'éducation nationale, qui sont des tests traduits dans différentes langues. Donc qui permettent d'évaluer les jeunes dans une langue de première scolarisation. Il n'y a pas toutes les langues. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une évaluation dans la langue d'origine pour pouvoir déterminer le niveau d'alphabétisation en langue première. En tout cas, dans la langue de première scolarisation, parce que ça, c'est déterminant. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a un effet un petit peu un effet biaisé, avec des jeunes qui ont un niveau français finalement suffisant pour communiquer, parce qu'ils viennent de pays où le français était langue de référence ou langue institutionnelle, mais qui n'ont jamais été à l'école. Donc en fait, la communication première passe, et puis après, quand la scolarisation démarre, l'absence de maîtrise de l'écrit, la situation d'analphabétisme se révèle, et on a des points de blocage. A contrario, on a des jeunes qui ont des bons parcours scolaires, qui au départ sont bloqués par la barrière de la langue, et qui au fil de la scolarisation se révèlent des élèves très performants sur le plan scolaire. Mais ça, voilà, il faut passer l'obstacle en fait, de l'orientation et du démarrage de la scolarisation. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, ça répond à votre question. Oui. Bonjour. Oui. Merci pour votre présentation et pour... Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? On pourra en parler après. C'est bon ? Écoutez, merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Moi, j'aurais plusieurs questions, mais peut-être qu'on en parlera au moment de la table ronde. C'est-à-dire, vous avez abordé des thématiques comme la nécessité d'une compétence plurilinguistique et pluriculturelle. Je ne sais pas comment on peut évaluer cette compétence et quels moyens on peut se donner pour que les psys, les éducateurs
puissent l'acquérir, ça me semble assez complexe quand même. Ouais, allez. on en reparlera. Oui. Je réponds maintenant ou... Je ne sais pas, parce Je que sais comme pas, la table ronde, je n'ai voilà, pas très bien débat compris ouvert, ses contours. En 2 minutes, je peux le faire en 2 minutes. Ou en 5, comme Non, comme mais vous voulez. effectivement, Hein. la question, en fait, ce qui est très important, c'est de déconstruire la notion de plurilinguisme qu'on envisage souvent en France comme la nécessité d'avoir une maîtrise experte d'autres langues. Et c'est pas comme ça que le plurilinguisme est défini à l'échelle européenne. Il faut comprendre déjà que nous, on est biaisé par notre approche très normée de la langue. On a peur de faire des fautes, on n'ose pas parler, etc. Donc on a un rapport à la langue qui est biaisé par notre propre éducation dans notre langue première. Et si on va dans d'autres pays européens, non mais c'est une réalité, si on va dans d'autres pays européens, le plurilinguisme n'est pas du tout envisagé de la même manière, parce que de fait, il y a des pays qui sont déjà plurilingues ou en tout cas multilingues. Une des premières étapes dans la formation, c'est la déconstruction des représentations, justement, par rapport à cette question du monolinguisme, plurilinguisme. Et donc, en fait, on ne peut pas avoir d'action, vraiment d'effet sur les actions, tant qu'on n'a pas déconstruit les représentations. Et ça nécessite aussi d'avoir des démarches de formation qui sont très réflexives, donc avec des mises en situation, des situations de décentrement qui vont permettre aux professionnels de se mettre à la place d'eux, de comprendre et du coup de mieux appréhender cette question de la langue et déjà de la conscientiser, parce qu'en fait elle est souvent inconsciente. Donc voilà, sur ces aspects-là, et c'est pareil pour la dimension culturelle. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait des activités de formation. À l'échelle européenne, depuis 2023, il y a des publications qui ont été faites pour justement développer des compétences plurilingues et pluriculturelles chez les salariés, les fonctionnaires, enfin les personnels des systèmes publics dans les pays européens. Donc ça dépasse largement le cadre éducatif. Voilà, donc il y a des actions de formation et il y a des exemples, des modèles, des parcours de formation, des idées d'activités qui vous sont proposées. Je pourrais vous donner les références si ça vous intéresse.